lorsque on parle d'entreprise ou de chef d'entreprise, on ne prend pas souvent le temps de définir d'abord ce que c'est qu'une entreprise. Une entreprise, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui? Quand on parle donc d'une structure, tout le monde aime les titres. Ok. J'entends souvent les gens. Je me rappelle que j'étais à une conférence avec de jeunes étudiants, de jeunes chefs d'entreprise comme vous. Et tout le monde prenait plaisir à se présenter. Oui, je suis le directeur général de tel, je suis le fondateur de tel, je suis le, 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 le- le PDG de tel. Et à l'intérieur de moi, ça me faisait sourire parce que je me posais la question de savoir, est-ce que vous avez compris d'abord ce que c'est qu'une entreprise? Est-ce que vous avez compris le cœur même donc d'une société? Quand on parle d'une société, peu importe son domaine d'activité, est-ce que vous avez compris ce que c'est? Une entreprise, d'accord, c'est avant tout une entité qui apporte donc une plus-value à des clients, qui apporte une plus-value à différentes personnes. Autrement dit, une entreprise vient apporter des réponses à des questions données. Si votre structure, ce que vous êtes aujourd'hui, peu importe la taille, la question, la définition que je suis en train de donner actuellement ne se réfère absolument pas à la taille de l'entreprise. D'accord? Donc, peu importe la taille, peu importe la forme juridique, peu importe le secteur d'activité, est-ce que vous vendez des réponses à vos clients ou est-ce que vous leur apportez plutôt plus de problèmes? Est-ce que lorsqu'ils consomment votre produit, que ce soit un produit alimentaire, que ce soit un vêtement, que ce soit un service ou que ce soit, je ne sais pas, un repas, une clé USB, un téléphone, un réfrigérateur, une lessive, est-ce que vous leur apportez une réponse ou est-ce que vous leur apportez plutôt plus de questions? Apporter plus de questions à un client, c'est lui apporter quelque chose qui ne le satisfait pas. C'est lui apporter quelque chose qui suscite en lui plutôt de se poser davantage de questions que de le satisfaire dans ses attentes. Lorsque j'achète une télévision et que je viens la poser dans mon salon, je veux être sûr que cette télévision répond à un ensemble de choses. Et il en va donc de la manière avec laquelle vous abordez votre marché. Lorsque vous faites de la communication, aujourd'hui, la communication d'entreprise, il ne s'agit pas seulement de présenter votre produit. Trop de communication aujourd'hui se limite au fait de présenter le produit. Ah, vous savez, nous vendons des chaussures, nous vendons des cahiers, nous vendons des téléphones portables. Oui, vous présentez votre produit, certes, mais qui vous dit que votre produit répond à un besoin? Ce que vous devez présenter aujourd'hui en tant qu'entreprise, en tant que jeune entreprise, vous êtes, je suis sûr que bon, certains ont déjà commencé quelque chose ou bien certains s'apprêtent à commencer quelque chose. Vous devez leur vendre une réponse. Les gens achètent les réponses, les gens n'achètent pas des questions. Lorsque je vois une télé qui est exposée et que je passe, je ne m'arrêterai que si je pense que cette télé peut répondre à un besoin que j'ai. Alors, est-ce que la télé en question, est-ce qu'elle répond à mon besoin de divertissement? Est-ce qu'elle répond à la taille de mon salon? Est-ce qu'elle répond euh, à mon budget? Est-ce que les amuse-bouches que je vends, est-ce qu'ils répondent à quelque chose? Tout part de là. Une entreprise, c'est avant tout une pourvoyeuse de solutions. Si votre structure aujourd'hui, vous ne la voyez pas comme une pourvoyeuse de solutions, toute votre approche marketing, toute votre approche stratégique sera totalement biaisée. Dès cet instant, commencez à réfléchir, mon entreprise est une solution à quoi? Je suis répétiteur par exemple. Mon entreprise de répétition répond à quel besoin? Le besoin auquel mon entreprise répond est le point de départ de votre stratégie marketing. C'est le point de départ de la croissance de votre entreprise. Est-ce que si je devais vous poser, pardon, si je devais vous poser la question de savoir, citez-moi un animal à rayures. Je suis sûr que certains vont me citer un tigre. Le tigre est l'un des animaux à rayures les plus féroces, pour ne pas dire peut-être le plus féroce.
le tigre. À part le tigre, on a le zèbre qui nous vient à l'esprit. Mais voici une image où vous avez aussi, c'est un animal, mais qui a des rayures assez étranges. En fait, c'est son propriétaire qui a plein de rayures dessus. Oui, à vue d'œil, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, ah ben on dirait que oui, votre animal, c'est effectivement un animal à rayures. Mais pour quelqu'un qui s'y connaît, il verrait tout de suite qu'il y a une arnaque derrière, ou que c'est archi faux. Est-ce que votre produit, votre animal à rayures, est-ce qu'il ressemble à ce chien, ou est-ce qu'il est vraiment un animal à rayures? Lorsqu'il est question d'entreprise, lorsqu'il est question de vendre un produit, lorsqu'il est question d'apporter une réponse à quelqu'un, il faut aussi se poser la question de savoir quel est le type d'information ou quel est le type de, de réponse que vous apportez. Est-ce que c'est une réponse authentique? Est-ce que c'est une réponse de qualité? Ou est-ce que c'est une réponse factice, une réponse, je vais dire, inadéquate, inappropriée? Trop d'entreprises aujourd'hui s'éteignent après, après 3, 4 ans, 5 ans. 5 ans même, c'est beaucoup. Beaucoup d'entreprises qui sont nées cette année, d'ici l'année prochaine, vont fermer. Bon nombre vont fermer. Au moins 30% vont fermer d'ici l'année prochaine. D'ici 3 ans, probablement 50% des entreprises nées cette année auront fermé. Tout simplement parce que l'aspect répondre aux besoins du client n'est pas pris en compte et parce que la qualité de vos produits, la qualité de votre service est totalement factice, comme ce chien que vous avez sur l'écran. Aujourd'hui sur le marché, vous avez ce comportement-là des acheteurs qui consiste à toujours vouloir négocier le prix. Lorsque les acheteurs se comportent de cette façon, c'est justement à cause de cet animal à rayures que vous avez sur l'écran. Vous êtes convaincu d'avoir un bon prix ici, et quelques temps plus tard, vous vous rendez compte que la soi-disant remise même que ce vendeur vous avait faite ne correspondait pas du tout à une remise, parce que vous vous retrouvez avec le même produit chez un autre fournisseur qui coûte peut-être 50% moins cher. Est-ce que vous vendez de la qualité? Est-ce que vos réponses sont des réponses de qualité ou est-ce qu'elles sont des réponses factices? C'est ça une question aussi importante qu'il faut pouvoir se poser en tant que jeune entrepreneur. Quand il est question de solutions innovantes, il est question avant tout d'abord d'être sûr que votre entité, votre entreprise, votre structure répond à un certain nombre de normes. On ne vient pas améliorer le désordre. C'est ça le problème. Beaucoup de structures, de jeunes entreprises n'arrivent pas à décoller, tout simplement parce que les promoteurs veulent juste améliorer un désordre qui est existant. Ils ne sont pas même conscients qu'il y a du désordre et qu'ils veulent l'améliorer. Ça ne marche pas comme ça. Une entreprise qui n'est pas structurée, une entreprise qui n'est pas organisée, une entreprise qui ne sait pas exactement où elle va, ne peut pas utiliser les outils qu'il faut pour pouvoir atteindre donc de la performance. Et pour pouvoir atteindre de la performance, il faut d'abord savoir de quoi est-ce que l'on souffre. Les outils de diagnostic en entreprise aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a c'est un nombre incalculable. Mais ce sont des outils, il y a un minimum d'outils que vous devez connaître. Quand on prend l'analyse SWOT, l'analyse force, faiblesse, opportunité, menace, c'est une analyse que vous devez être capable de faire. Lorsqu'on prend, généralement beaucoup de gens connaissent ça, je sais que si je dois me donner la parole à certains, beaucoup vont dire oui, ah oui, on a déjà entendu parler de ça. Mais si on pousse plus loin et que je vous demandais, est-ce que vous savez ce qu'on appelle la matrice BCG? BCG, est-ce que vous connaissez la matrice BCG? Est-ce que vous connaissez les 5 forces de porteur? D'accord, par rapport à l'analyse de la concurrence. Est-ce que vous connaissez ces choses-là? Ce sont de petits éléments qui vous permettent d'appréhender votre structure, d'appréhender la position de votre entreprise par rapport au marché. Une chose est de savoir quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, ou bien quelles sont les forces et faiblesses de votre entreprise. Mais une chose est aussi de savoir par rapport où se situe votre entreprise par rapport au reste du marché. Aujourd'hui, vous ouvrez une entreprise qui vend Achomo, des amuse-bouches.
Je me rappelle, je crois, la semaine passée ou surpassée, j'étais tombé sur un post sur Facebook d'une dame qui vendait des amuse-bouches à base de coco. Ben, je trouvais ça intéressant. Et donc, je lui ai écrit et j'ai dit voilà, je souhaiterais commander. Donc, voilà. Et le montant de ma commande faisait 500 francs. C'est bien. Ok, puisque j'ai dit que je voulais goûter je voulais goûter et savoir donc à quoi cela correspondait. Disons, est-ce que c'est un truc de qualité, est-ce que je pourrais m'en approvisionner davantage plus tard. On a convenu donc de la quantité. Maintenant vient la question de la livraison. Au moment de la livraison, donc je pose la question par rapport au lieu où je me trouve, parce qu'ils disent qu'ils livrent exclusivement. Eh bien, je demande, ok, la livraison à tel niveau, combien est-ce qu'elle va coûter? Il se fait que la livraison devait coûter 1000 francs pour un truc qui coûte 500 francs. Et ce qui est marrant, c'est que mon interlocuteur, en me disant que ça allait coûter 1000 francs, a ajouté donc a ajouté un soupir à la fin de sa réponse. Parce que elle venait de comprendre il y a un problème. Je ne peux pas acheter un truc à 500 francs et venir me le faire livrer à 2 fois plus cher. Donc voilà une entreprise d'amuse-bouche qui démarre, qui fait de la communication sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui on dit à tout le monde, soyez sur les réseaux sociaux, soyez sur les réseaux sociaux, mais je dis que c'est un faux problème. Il ne s'agit pas d'être juste pour être, il faut d'abord savoir où est-ce que je suis par rapport au reste du marché. Cette entreprise d'amuse-bouche ne connaît pas sa position par rapport à ses concurrents. Parce que si elle connaissait sa position par rapport à ses concurrents, son business plan, son business model, sa façon donc de présenter sa solution, sa réponse n'allait pas du tout être comme ce qu'elle avait dit ou ce qu'elle avait tout simplement proposé. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin dans le diagnostic de cette entreprise, non. C'était un exemple que je donne. Tant que vous ne savez pas comment structurer, utiliser les outils donc de diagnostic de votre entreprise, vous ne saurez pas de quoi votre entreprise souffre. Je me rappelle une fois, j'étais encore au collège, si je ne me trompe pas, et j'entrais dans la chambre de ma maman un matin, et j'ai regardé sur sa table, et sur sa table de chevet, j'ai vu une boîte de sucre. Les sucres pour diabétiques, bon, ce qu'on appelle les édulcorants. Et j'étais surpris parce que ça ne correspondait en rien à ce dont ma maman souffrait. C'est vrai, je n'étais pas encore médecin. Je pose la question de savoir, mais maman, t'as vendu du sucre? C'est pourquoi? Et maman dit que non, ben, que c'est le médecin qui a prescrit. Et lorsqu'elle est retournée en contrôle avec la boîte du médicament et l'ordonnance, le médecin lui-même était surpris parce que ce qu'on a vendu à ma maman ne correspondait pas à ce qu'il avait prescrit. Il avait fait le bon diagnostic, mais au final, la maman a eu le mauvais traitement. Il faut toujours passer par une étape diagnostique. Ça, c'est important. Et l'étape suivante, bien sûr, va consister à utiliser le bon médicament pour soigner le problème. Lorsque vous avez trouvé que votre entreprise souffre de telle ou de telle chose, ensuite, quel est le meilleur traitement à mettre en place? Il ne s'agit pas aujourd'hui, s'il vous plaît, arrêtez ce comportement-là qui consiste à dire, ok, dès que j'ai mon entreprise, le lendemain, il faut que je sois sur les réseaux sociaux. Être sur les réseaux sociaux n'est pas du tout une réponse universelle. Les réseaux sociaux, en fait, c'est la télé, tout simplement. En fait, tout ce que les gens font sur les réseaux sociaux, c'est de la publicité. C'est comme lorsque on n'avait pas encore Facebook et autres, on n'avait pas encore les réseaux sociaux qui étaient répandus dans nos pays. On suivait la télé. Et il y avait les interruptions de programmes pour des publicités. C'est exactement la même chose. C'est parce que vos clients, votre cible, suit les réseaux sociaux en griffe comme on suivait la télé avant. C'est pour ça que vous balancez vos publicités sur les réseaux sociaux. Mais on ne fait pas la publicité de quelque chose qu'on ne peut pas vendre. On ne fait pas la publicité de quelque chose qui n'est pas de qualité. On ne fait pas la publicité de quelque chose pour lequel on aura du mal à satisfaire les clients. Beaucoup se lancent sur les réseaux sociaux. Ils disent qu'ils font de la publicité. Vous écrivez à leur annonce le matin à 8 heures.
et ce n'est que le lendemain à 18 heures que vous avez la réponse. Il y a un problème. Lorsque vous allez sur les sites, les grands sites de vente, d'achat et de vente en ligne, vous allez voir un indicateur de performance des vendeurs qu'on appelle le temps de réponse. Plus le temps de réponse du vendeur est élevé, et plus il fait partie de ce qu'on appelle des vendeurs à bonne réputation. C'est-à-dire que quand vous lui écrivez, maximum au bout de 5 minutes ou au bout de 10 minutes, il vous a répondu. Certains répondent encore plus vite. Voilà des éléments qui sont importants. Et donc, quand on part sur de la stratégie donc novatrice par rapport à vos entreprises, vous devez penser à quel outil j'utilise pour pas augmenter ma présence en ligne. La présence en ligne, excusez-moi, ne veut absolument rien dire. Vous êtes présent de la même façon qu'un millier de personnes au même moment est présent que vous. Être présent et être réactif, ce n'est pas la même chose. Beaucoup de gens investissent dans leur présence sur les réseaux sociaux, mais n'investissent pas dans leur réactivité sur les réseaux sociaux. On pourra en revenir plus tard lors des questions. Aujourd'hui, dans tous les outils de développement de la qualité, dans tous les outils qu'on utilise pour améliorer donc une entreprise de manière générale, on parle de ce qu'on appelle donc la roue de Deming. Vous connaissez cette fameuse citation célèbre d'un film que peut-être certains connaissent bien, Bad Boy. Donc ce film de deux policiers noirs, donc c'est pratiquement toute une saga, je crois qu'il y en a jusqu'à 3 ou 4, où j'utilise une phrase, leur phrase célèbre c'est « on roule ensemble, on meurt ensemble ». Sauf que ici, nous, notre roue, on va l'appliquer à autre chose. On va utiliser ce qu'on appelle la roue de Deming. La roue de Deming, en fait, c'est un cycle qu'on appelle le cycle PDCA. Voilà un élément aussi important. Le cycle PDCA, c'est Plan, Do, Check and Act. Plan, ça veut dire quoi? Planifier. Do, faire. Check, vérifier. A, agir. C'est une roue qui est perpétuelle. On planifie, on agit, on fait, on vérifie et on réagit. Et c'est une roue perpétuelle. On va planifier donc quels sont nos objectifs. Vos solutions, les solutions que je vais dire que différentes entreprises pourront vous proposer dans un Bright Creative vont vous permettre de planifier vos activités. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Quelle est notre politique interne? Quelles sont les ressources dont on a besoin? D'accord? Ça fait partie donc de ce qu'on fait quand on fait de l'accompagnement d'entreprise. Ensuite, on va faire, parce qu'il ne s'agit pas seulement de planifier pour planifier. Certains sont experts en planification. Ils ne font que planifier, mais ils n'agissent jamais. On n'est pas là trop pour parler donc des freins à l'entrepreneuriat, mais bon, pourquoi pas, si vous avez des questions en ce sens, vous pourrez les poser. Ensuite, il faut faire. Il faut agir. Quand vous avez fini d'agir, il faut vérifier. Pour vérifier, le check, c'est aller inspecter. Est-ce que ce qu'on a fait correspond à ce qu'on voulait faire? Est-ce que le modèle qu'on vient de coudre correspond à l'image que nous avons sur la photo? C'est ça, donc, de la vérification. Il faut toujours vérifier. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne vérifient pas la satisfaction de leurs clients. Donc, dans les solutions à utiliser pour développer votre entreprise, on doit pouvoir retrouver un aspect qui vérifie. Vous devez vérifier. Est-ce que mon client est satisfait? J'ai rarement vu des gens me poser des questions après un achat. Peut-être le jour J, merci pour votre achat, et ça s'arrête là. Après, est-ce que j'ai été satisfait? Est-ce que je n'ai pas été satisfait? Ce n'est pas leur problème. Par contre, quand vous regardez sur les grandes plateformes de vente en ligne, à la rigueur même, vous avez les vendeurs après qui viennent vous harceler de questions. Ah, comment est-ce que ça a été? Est-ce que vous avez reçu l'article? Est-ce que vous êtes satisfait? Si vous n'êtes pas satisfait, on pourra faire tel. Ils anticipent même. Et c'est valable pour tous les domaines. Ensuite, il faut agir, le acte. Le acte permet donc
d'améliorer de manière continuelle votre service. Aujourd'hui, quelqu'un n'a pas été satisfait, il ne faut pas l'insulter et dire ah non, les clients togolais là, les gens là, oh, vous êtes trop compliqués. Si tu raisonnes déjà en te disant que ta cible est trop compliquée, tu peux être sûr d'une chose, au bout de 6 mois ou un an, tu vas fermer. Je ne suis pas un prophète de mauvais augure, mais c'est un principe. Tu ne peux pas accuser ta cible d'être trop compliquée, ne pas faire l'effort d'améliorer toi tes produits, s'il faut les améliorer bien sûr, et penser que tu vas pouvoir tenir. Parce que sans client, tu n'existes pas. C'est très important d'être conscient de ce genre de choses. Dans les outils aujourd'hui donc de développement d'entreprise, d'accompagnement d'entreprise, nous avons ce qu'on appelle les outils de télétravail. Le travail aujourd'hui n'est plus enfermé dans un bureau. Certes, il y a des tâches qui nécessitent votre présence physique, où vous devez être là physiquement. Le contrat que vous avez signé avec votre employeur, je suis sûr que c'est pour du travail à temps plein, un travail physique, un travail où vous êtes présent physiquement, où il peut vous voir. Mais il faut savoir que ça ne se limite pas là. Aujourd'hui, nous avons l'essor du télétravail qui a été, euh, je vais dire, amélioré ou bien accéléré, voilà, qui a été accéléré par la pandémie du Covid. La pandémie du Covid où il y avait donc ces confinements à domicile, l'impératif donc de limiter les rassemblements, etc., etc., il fallait quand même que les entreprises continuent de fonctionner. Et pour ça, donc, le télétravail a pris une ampleur extraordinaire. Et les outils de télétravail aujourd'hui, il y en a tellement. Je ne pourrais pas les citer tous, il y en a tellement. La preuve, je suis à mon bureau, vous êtes chacun où vous êtes, mais on est en train d'avoir une réunion ensemble. Vous avez Google Meet qui est très intéressant. Ok. Vous en avez plusieurs autres. Vous avez Microsoft Teams, vous avez Zoom, vous avez Asana, vous avez ce qu'on appelle les plateformes collaboratives. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de faire des réunions en ligne, mais aussi de pouvoir partager des informations de manière simultanée. Quand vous prenez l'application Telegram donne encore plus de possibilités que WhatsApp en matière donc d'ouverture même de salon. Vous pouvez faire des conférences à plusieurs personnes en même temps. Okay, WhatsApp l'a intégré il n'y a pas très très longtemps également dans ses fonctionnalités. C'est pour dire que tout le monde est conscient du fait qu'aujourd'hui, on a besoin de pouvoir travailler ensemble, peu importe la distance physique qui nous sépare. Et donc, il est important pour un jeune entrepreneur, peu importe, je dis bien son secteur d'activité, d'être au fait de ces éléments-là. Vous allez vous dire en quoi, par exemple, vendre des amuse-bouches nécessite de l'utilisation d'outils de télétravail. Vous pouvez utiliser les outils de télétravail pour prospecter à distance. Parce que vos clients, rappelez-vous toujours, lorsque vous faites une analyse, lorsque vous dites que vous vendez des solutions, des réponses aux gens, vous devez être sûr, vous devez pouvoir répondre à la question de savoir où sont les personnes à qui je vends mes solutions. C'est une question que lorsque je la pose à beaucoup, ils n'arrivent pas à y répondre. Où se trouve votre cible aujourd'hui? Quand vous prenez tout ce que vous êtes en train de faire comme activité, si je vous posais la question de savoir où se trouve votre cible, certains vont commencer à gratter les cheveux. Certains vont commencer à dire, bon, en réalité, moi, ma cible, c'est toute la jeunesse. Toute la jeunesse, vous n'avez rien ciblé du tout. Vous n'avez absolument rien ciblé. D'accord? Quand vous avez une cible que vous n'arrivez pas à étiqueter, quand vous n'arrivez pas à structurer votre cible, ne me finis pas le carburant. Quand vous n'arrivez pas à structurer votre cible, en fait, vous ne faites pas de ciblage et, excusez-moi le terme, c'est du travail paresseux. Oui. Pourquoi c'est du travail paresseux? Vous ne pouvez pas dire que vous ciblez toute la jeunesse. On est dans des pays où, rappelez-vous, la pyramide de la population est une, je vais dire, pyramide à base large. Ça veut dire que la population dans nos pays est beaucoup plus jeune que vieille. C'est pour dire qu'on a une proportion parfois de 50 à 60% de la population de nos pays qui est jeune.
Vous ne pouvez pas dire que vous ciblez ces millions de personnes. Vous ne savez même pas à quoi ces millions de personnes correspondent. Leur tranche d'âge, qu'est-ce qui caractérise leur tranche d'âge, leur niveau de revenu, où est-ce qu'ils se trouvent, est-ce que c'est sur les réseaux sociaux qu'ils sont, est-ce que c'est sur Facebook qu'ils sont, est-ce que c'est sur WhatsApp qu'ils sont, est-ce que c'est sur Instagram qu'ils sont, est-ce que c'est sur TikTok qu'ils sont. Vous ne savez pas. Pourtant, il y a des outils aujourd'hui en ligne qui vous permettent de trouver ces informations-là. Il y a des entreprises qui peuvent vous accompagner à trouver ces informations. D'accord? Pour vous permettre donc de mieux cibler les personnes que vous voulez toucher. J'ai fait une petite expérience avec une formation que j'ai lancée. Je me suis permis de lancer, j'ai lancé sur Facebook, j'ai lancé sur WhatsApp l'information. Et j'ai monitoré. Je me permets donc de sauter même à la dernière partie. J'ai monitoré donc mes deux stratégies. Ok, ok. Et j'ai vu au final que, quand bien même l'hypothèse était que bon nombre de mes clients cibles étaient sur Facebook, le retour a été qu'en réalité, les clients sont surtout venus de WhatsApp. De WhatsApp et puis de LinkedIn aussi, voilà. Donc, pour les fois qui ont suivi, j'ai juste maximisé WhatsApp et LinkedIn. Et finalement, même c'est uniquement le WhatsApp que j'ai maximisé. C'est pour dire que on est toujours sur le A, on est sur le A de notre roue de Deming, l'amélioration. Quand vous mettez en place une stratégie, vous devez être capable donc de la monitorer, vous devez être capable de l'évaluer, de la suivre et d'évaluer à la fin, est-ce que on fait ci ou on fait ça. Mes clients, je les cherche où? Mes collaborateurs, comment est-ce qu'on va discuter? Aujourd'hui, excusez-moi, je dis souvent que j'ai horreur des réunions. Parce que j'ai constaté qu'on prend trop de temps dans les réunions. On peut prendre 2 heures de temps à discuter de tout et de rien. Et au final, sortir sans solution. Alors que ces 2 heures de temps auraient pu être simplifiées, par exemple, par la mise en place d'un tableau de bord. Et moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup avec les entreprises que j'accompagne. Je mets en place un fichier en ligne dans lequel on renseigne les informations essentielles. C'est un fichier en ligne donc qui me permet de consulter à tout moment les informations clés concernant la dite entreprise. Je peux suivre les recettes, je peux suivre les dépenses et dès qu'il y a une anomalie, je peux interpeller en même temps. Sans attendre de bloquer 2 heures de temps assis à dire que je suis en train de faire une réunion de mise au point. C'est pour ça que de nature, mes réunions sont très courtes. Et on ne vient pas à une réunion pour découvrir des informations. Les informations doivent avoir déjà été partagées. Et dans toute entreprise qui se respecte, le temps est un élément d'investissement. Aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas encore tout l'argent qu'il faut pour lancer votre entreprise. On est d'accord. Peut-être que vous n'avez pas encore tout l'argent. Mais vous avez une ressource, je vais dire, entre griffes inépuisable, vous avez le temps. Et ce temps, comment utiliser le temps? Comment le monétiser? Comment le mettre au service de la valeur de votre entreprise? C'est en utilisant donc tous ces outils-là que je viens de mentionner et sur lesquels certainement nous aurons à revenir dans les questions et réponses. Il y a au 19e siècle, il y a eu ce qu'on appelle la révolution, je crois que c'est le 19e siècle, hein. Si je me trompe, vous pourrez me corriger. Il y a eu la révolution industrielle. On l'a apprise à l'école, on l'a tous appris à l'école, la révolution industrielle. Où il y a eu beaucoup de changements, il y a eu tellement de changements qui nous ont propulsés à une dimension extraordinaire. Avant, pour aller à certains endroits, il fallait aller à pied. Après, il fallait prendre le cheval pendant plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs semaines. Après, il y a eu le bateau, des bateaux à voile, des bateaux à charbon, à combustion, etc., etc., etc. Et donc, ces changements sont venus de manière, se sont imposés en fait. Quand vous regardez en arrière, vous comprenez avec moi que
On était obligé d'évoluer. On n'aurait pas imaginé. Est-ce que vous imaginez que. Imaginez qu'il n'y ait pas. Qu'on n'ait pas eu la voiture, on n'ait pas eu le téléphone. Vous imaginez comment les choses auraient. Beaucoup de choses auraient été pénibles. Vous imaginez un peu. Imaginez la distance que vous parcourez chaque matin pour aller au service. Imaginez que vous soyez obligé de la faire à pied. Vous imaginez un peu. Donc, voilà des innovations qui se sont comme à un moment donné imposées à l'esprit de l'homme. La communication. Avant, il fallait envoyer une lettre, aller la poster, attendre peut-être 1 mois ou 2 mois avant que le, le destinataire ne la reçoive. Aujourd'hui, en l'espace de quelques secondes, l'interlocuteur a sa réponse. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, ça paraît comme une évidence. Pour vous, c'est évident, par exemple, d'être assis devant votre télé et puis de prendre la télécommande et puis vous appuyez et puis les chaînes défilent. Avant, c'était des boutons. Il fallait se lever et puis venir tourner. Aujourd'hui, on peut zapper les chaînes. Avant, il y avait un régulateur. Il faut pouvoir ajuster. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Ah, on a capté. Ok, on a capté une nouvelle chaîne. On attend un peu. Quand on veut changer, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Ah, peut-être quand le signal n'est plus là, on est obligé de continuer, de continuer. Ah, peut-être le signal est perdu. Après, on doit tourner, ajuster, etc., etc., jusqu'à trouver une nouvelle chaîne. Aujourd'hui, on est là, on se contente juste de zapper, zapper, zapper. On a accès à des milliers de chaînes tous les jours, des milliers d'informations. Et pour nous, aujourd'hui, c'est quelque chose de normal. De la même façon, l'intelligence artificielle se présente comme une avancée normale. Vous savez pourquoi c'est une avancée normale? Avec Internet, on s'est retrouvé avec un flux exponentiel d'informations. On a des informations partout, des informations sur pratiquement tout. Il va de soi que toutes ces informations, on puisse les computer, d'accord? Et en dégager une sorte de cerveau numérique qui puisse anticiper certaines choses sur la base de toutes les informations qu'il a, qui puisse dégager des tendances, qui puisse faire de ce qu'on appelle de la prédiction. L'intelligence artificielle, en réalité, n'est qu'une nouvelle voiture. Ok? C'est comme avant, oui, il y avait comme sur l'image, même si c'est un peu flou, il y avait le vélo à moteur, après on est passé à la moto, après on est passé à la voiture. C'était des voitures avec de grosses roues, des voitures qui n'étaient pas couvertes, ensuite les voitures étaient couvertes, ensuite au début c'était du pétrole, du charbon, ensuite on est passé à l'essence, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. L'intelligence artificielle en réalité n'est qu'une nouvelle voiture. Ce n'est pas autre chose, ce n'est rien qu'une nouvelle voiture. Mais de la même façon que pour les voitures actuelles, une chose est d'avoir une voiture, une chose, pardon, est de savoir qu'il y a des voitures, et une chose est d'en posséder une. Aujourd'hui, peut-être vous avez une moto ou vous avez une voiture. C'est bien. Mais il ne suffisait pas d'avoir une voiture ou d'avoir une moto. Il fallait avoir appris à la conduire. Il faut être certifié, apte à conduire une voiture. Certifié apte à conduire une moto, certifié apte à conduire un camion. Je veux parler du permis de conduire. Pardon. Pourquoi? Parce que l'utilisation de la voiture comporte des risques. L'utilisation de la moto comporte des risques. Et donc, on doit pouvoir être sûr que vous savez les utiliser. Vous ne pouvez pas rester là et dire, ah non, ouf, les voitures, vu que c'est dangereux, c'est mieux que je continue d'aller à pied. Vous pouvez continuer par aller à pied, mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous êtes très très loin en arrière. C'est comme Nokia, la société Nokia, que nous pleurons tous en griffes, était, je vais dire, le top de la téléphonie mobile il y a plusieurs années en arrière. Avant la révolution des smartphones avec les systèmes Android, iOS, Windows Phone, Windows Mobile qui finalement n'existe plus vraiment. Et donc, Nokia avait fait un mauvais pari et a plutôt opté, a décidé de ne pas suivre la révolution Android. Et elle a perdu pratiquement toutes ses parts de marché. Et aujourd'hui, avant que Nokia ne puisse revenir en top, il va lui falloir du temps. Beaucoup de temps. Beaucoup, 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 beaucoup de temps.
On se demande même si ce sera encore possible. L'intelligence artificielle est là et c'est le moment pour vous d'apprendre à l'utiliser. C'est le moment pour vous d'abord de savoir ce que c'est et d'acquérir vos permis de conduire. Parce que c'est ce permis de conduire qui vous permettra d'utiliser l'intelligence artificielle et de l'appliquer à votre marketing, l'appliquer à votre stratégie, l'appliquer donc à vos outils de travail. La plupart donc, des outils de travail aujourd'hui ont un volet donc intelligence artificielle, ont des modules d'intelligence artificielle. Vous prenez Microsoft, Microsoft a son module d'intelligence artificielle qui se déploie de plus en plus sur les applications bureautiques Word, Excel, etc. Il y a des outils d'intelligence artificielle là-dedans. Même votre appareil photo sur votre téléphone. Quand vous prenez votre téléphone et que vous voulez prendre quelqu'un en photo, vous allez voir que il y a un petit carré qui apparaît sur le visage de la personne. Et vous allez remarquer que dans la description des appareils, on vous dira que l'appareil photo est IA, donc augmenté par intelligence artificielle. Donc, elle permet donc de reconnaître des visages, de reconnaître des yeux, de reconnaître qu'il fait jour ou qu'il fait nuit, d'adapter la luminosité donc des lentilles à l'éclairage ambiant et de pouvoir prendre de meilleures photos, etc. etc. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et donc, si vous n'apprenez pas aujourd'hui à pouvoir vous en servir, vous serez rapidement dépassé. Rapidement dépassé. Et c'est important de pouvoir y parvenir. Certains aujourd'hui ont peur en se disant que est-ce que on va s'en sortir? Est-ce que des métiers ne vont pas disparaître avec l'intelligence artificielle? Je parlais tout à l'heure de la voiture. Aujourd'hui, tout le monde a une voiture. Bon, disons, il y a des voitures partout. Dans pratiquement chaque maison, il y a une voiture. Ou à côté de chaque maison, au moins, il y a une voiture. Une, deux, trois, quatre, cinq, bref, il y en a partout. Ok? Il y en a partout. Mais est-ce pour autant que les taxis ont disparu? Non. Les taxis n'ont pas disparu. Les taxis sont toujours là. Les gens auraient pu dire, ah, mais oh, si il y a plus de voitures, ça veut dire que bientôt les gens n'auront plus besoin de taxis. C'est faux. C'est faux. Les gens pensent que, ok, parce que l'intelligence artificielle permet de faire beaucoup de choses, bientôt on n'aura plus besoin de certains postes. C'est pas vrai. Ces postes sont plutôt appelés à évoluer. Aujourd'hui, il n'y a pas que les taxis avec l'enseigne taxi au-dessus, comme sur cette image. Il y a aussi ce qu'on appelle les VTC. Donc les VTC, c'est un peu comme Gozem, Uber, Ola dans certains pays, etc. Donc, ce sont des véhicules de transport, des véhicules personnels mis en transport commun. D'accord? Via donc des applications comme Gozem, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y en a de plus en plus qui sont sortis. Je crois, il y a Yango qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a BKG Speed. Je crois qu'il y a GoShip aussi. Ça, c'est pour le cas du Togo. D'accord? Donc, c'est des choses pour lesquelles vous devez aussi vous-même vous mettre à la page. C'est important de connaître ces choses-là, de savoir comment le marché togolais, votre marché cible, comment est-ce qu'il évolue, quelles sont les nouveautés, quelles sont les tendances et qu'est-ce que je peux tirer de ces évolutions-là. C'était une petite parenthèse. Donc, pour revenir au marché du taxi, figurez-vous qu'en 2024, le marché mondial du taxi représente 276 milliards de dollars. J'ai bien dit 276 milliards de dollars. Donc, il faudrait multiplier ce montant-là, quand je parle de 276 milliards, il faudrait, donc quand on le multiplie, ça nous fait quoi? Ça nous fait disons à peu près 170 000 milliards de francs CFA que représente l'industrie du taxi dans le monde. Pourtant, il y a des véhicules, les voitures personnelles continuent d'être vendues. D'accord? Mais, c'est un secteur, le secteur du taxi, il a muté, il s'est adapté. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui est en croissance. Et 276 milliards, c'est en 2024. Et il est prévu que d'ici 2029, c'est-à-dire d'ici les 5 prochaines années, que ce marché passe à 424 milliards de dollars dans le monde. C'est-à-dire que
On part sur une évolution, une croissance de ce marché, donc sur 5 ans, qui va représenter à peu près 50% de croissance, ce qui est énorme. C'est énorme. Pourtant, c'est le secteur du taxi, où il y a on dit qu'il y a beaucoup de voitures et tout, mais le secteur du taxi, il a évolué. Alors, comment est-ce que votre vente d'amuse-bouche va évoluer dans les 2 ou les 3, les 5 prochaines années? Des entreprises sont là, des solutions sont là pour vous aider à travailler sur les tendances. D'accord? Et quand vous connaissez les tendances, vous pouvez évoluer donc vers l'application donc de nouvelles stratégies pour vous améliorer. Vous savez, tous les outils que je viens de citer, ils sont bons, ils sont intéressants, ils sont faciles à utiliser. Ok? C'est comme un climatiseur, c'est très bon quand il fait chaud et que vous passez sous clim. Oh, vous avez l'impression que vous êtes ah, c'est un soulagement énorme. Le climatiseur, c'est très bon. Mais ce n'est pas dans les toilettes qu'il faut le mettre. On ne met pas un climatiseur dans les toilettes. Est-ce que vous avez déjà vu qu'on mette un climatiseur dans les toilettes? Ça n'a pas de sens, c'est insensé. C'est insensé. Un climatiseur, c'est bon, mais ce n'est pas dans les toilettes. Les bons outils, les outils qu'on vient de citer, ils sont bons. Mais si votre entreprise ressemble à des toilettes, ça ne marchera pas. Si, excusez-moi le terme, peut-être que c'est fort, mais je le dis quand même. Si votre entreprise n'a pas pris le temps de se structurer, si votre entreprise n'a pas pris le temps de s'améliorer, si votre entreprise n'a pas pris le temps de savoir où est-ce qu'elle est et où est-ce qu'elle va, mettre des outils, toutes les solutions que nous avons discutées, les mettre en place maintenant, ça ne donnera absolument rien. Ce serait comme mettre un climatiseur, comme sur cette image, ce serait comme de mettre un joli gros climatiseur dans une salle de bain. Il n'y a aucune plus-value et ce serait totalement inutile. Voilà ce que je voulais partager donc avec nous. Bright, je te rends la parole. Merci encore une fois à Mbright Creative donc pour cette opportunité de partager avec vous donc mon expérience donc dans l'accompagnement d'entreprise et de chef d'entreprise. Donc je pense que la parole je te rends la parole donc pour animer la partie des questions et des réponses et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions pour que nous puissions donc ensemble tirer un plus pour faire croître donc le secteur entrepreneurial, le secteur business, le secteur des affaires donc dans notre pays ici au Togo et ailleurs pour ceux qui nous suivent donc au-delà donc des frontières togolaises. Merci beaucoup.